Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique dans lequel nous recevons Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS au laboratoire Écologie, Société et Évolution à l'Université Paris-Sud. Alors, parmi son cursus, un prestigieux Starting Grant ERC européen, une médaille d'argent du CNRS en 2015. Tatiana enseigne également au Collège de France, et ce n'est pas rien, et a été nommée académicienne à l'Académie des sciences en 2019. Un parcours impressionnant donc pour Tatiana Giraud qui travaille sur les mécanismes évolutifs liés à l'origine de nouvelles espèces et à leur adaptation. Elle s'intéresse depuis longtemps à l'adaptation et à la spéciation des champignons pathogènes sur différentes plantes et de façon plus générale à la biodiversité sous toutes ses formes, et on y reviendra. Eh bien, ces travaux ont permis entre autres de mieux comprendre comment émergent les nouvelles maladies des plantes dans les écosystèmes naturels et agricoles. Et en ce début d'année, Tatiana publie un livre, La biodiversité en infographie aux éditions Tana, avec deux infographistes, Hervé Bouilly et Catherine Huguet. La biodiversité et son impact sur l'homme, ce sera donc le sujet de notre émission. Et avec moi autour de la table pour l'animer, eh bien, un casting 100% féminin, ça y est, je l'ai dit, avec Pauline. Bonjour tout le monde. Louise. Bonjour. Oriane. Bonjour à tous. Et donc pas 100% puisque Clément est avec nous à la technique. Hello. Mais on est très heureux. Eh bien, la parenthèse scientifique, la perte de la biodiversité annonce-t-elle la perte de l'homme ? Tan. C'est parti et on démarre avec le coup de cœur d'Oriane. Coup de cœur ? Coup de gueule ? Dans cet océan de mauvaises nouvelles que sont les actualités, aujourd'hui je vais vous parler d'une initiative qui, personnellement, me redonne de l'espoir. Et qui se passe au pays des kilts et du Loch Ness. Je veux parler de l'Écosse, bien sûr. La bonne nouvelle provient ainsi d'un programme initié par l'association Scotland The Big Picture, qui vise le réensauvagement de plusieurs sites naturels en Écosse. Le réensauvagement, qu'on appelle aussi renaturation ou rewilding, désigne l'action qui consiste à protéger une zone définie en favorisant le retour de la flore et de la faune sauvage pour lui permettre de retrouver toutes ses fonctionnalités d'origine. Parmi les actions possibles, établir de nouvelles forêts indigènes, restaurer les zones humides, réhabiliter les rivières ou encore réintroduire de nouvelles espèces natives. Selon une nouvelle étude coordonnée par cette association écossaise, les projets de renaturation menés à travers l'Écosse ont eu des effets extrêmement positifs sur la faune sauvage, en particulier sur les populations d'oiseaux et de pollinisateurs. L'étude, qui a comparé des zones renaturées et non renaturées sur 11 sites, révèle des résultats très encourageants. Sur l'ensemble des sites renaturés et étudiés, la biodiversité a connu une forte augmentation dans tous les domaines, avec une hausse de 261% du nombre d'espèces d'oiseaux et de 546% de leur territoire de reproduction. Quant aux pollinisateurs, la diversité des espèces de bourdons et de papillons a plus que doublé. Autres aspects intéressants de cette étude, certains sites participant au programme de réensauvagement arrivent à combiner restauration de la nature et activités d'écotourisme. Selon un responsable de l'association, la multiplication des habitats indigènes et des processus naturels permet ainsi de favoriser une plus grande biodiversité, tout en soutenant des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme et les loisirs. Ces résultats issus de projets de renaturation sont loin d'être des cas isolés. Plus proches de nous, des associations comme l'Association de protection des animaux sauvages, implantée à Cré, ou Réensauvager la ferme, située sur la ferme du Grand Laval à Montélier, mènent des projets de réensauvagement à différentes échelles du territoire. Alors qu'il ne subsiste presque plus aucun espace sur cette terre épargnée par l'empreinte humaine, le réensauvagement constitue ainsi une piste prometteuse pour restaurer les dynamiques écologiques et répondre à l'érosion de la biodiversité. Selon vous, c'est quoi la biodiversité ? L'harmonie de toutes les espèces. C'est le respect des zones vertes, etc. C'est la nature. C'est tout ce qui concerne la nature, déjà tout le développement de l'animal. C'est la diversité biologique. C'est les plantes avec les animaux, la pollinisation, les choses comme ça. C'est ne pas faire de culture intensive, mélanger ce que l'on fait pousser pour
pour maintenir un certain équilibre. Avec la perte de la biodiversité, quelles peuvent être les conséquences sur l'homme? Je pense qu'on a besoin de toute la faune et flore pour que les espèces continuent à vivre. C'est de plus en plus difficile de se nourrir, en fait. Plus de maladies qui se transmettent entre les animaux, plus de maladies entre les plantes. Je pense déjà ça va commencer par la nourriture. On mangera plus la même chose, que déjà c'est vachement détérioré et que après la nature elle n'existera plus. Alors ça, je ne saurais pas trop dire. L'espérance de vie en moins. Bon, disparition d'un certain nombre de plantes, assèchement des sols. Si on parle de ce qu'on peut manger, moins grande richesse, donc déséquilibre potentiel de notre santé. Voilà ce que je pourrais dire. Eh bien voilà, vous êtes sur la parenthèse scientifique. On vient d'entendre le micro-trottoir et nous allons discuter, entre autres, de l'impact de la perte de la biodiversité sur l'homme avec Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS. Tatiana, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors, vous l'avez entendu, moi, ce qui me surprend, c'est que les gens parlent finalement de la perte de la biodiversité de l'homme d'une façon assez légère. Ils trouvent ça... ça n'a pas l'air de les inquiéter. Ce qui les inquiète, c'est la nourriture, finalement. Vraiment, tous nous ont parlé de nourriture. Et peut-être, Tatiana, une première réaction par rapport à ce micro-trottoir Oui, en même temps, je trouve qu'ils se rendent compte que ça va avoir un impact, la baisse de la biodiversité. Donc, c'est déjà rassurant quelque part. Absolument. Oui, c'est vrai que finalement, ils ont quand même tous répondu. Voilà, oui, non, plus ou moins, Pauline, Louise, oui. Disons qu'il y en a qui ne savaient pas trop ce que c'était que la biodiversité, déjà. Ouais. Ils se doutent que ça a un impact, mais ils ne savent pas le définir, quoi. D'où l'intérêt de votre livre, Tatiana. Mais déjà, peut-être on peut partir grâce à vous et peut-être un peu mieux déjà définir et comprendre ce que c'est que la biodiversité. Est-ce que vous auriez déjà une première définition de la biodiversité ? Oui, donc souvent, les gens ont une image de la biodiversité qui va être quelques animaux charismatiques, des pandas, des tigres, les uns à côté des autres, séparés, alors qu'il faut plutôt voir la biodiversité, en fait, plutôt que comme une collection d'espèces, une collection de timbres, un équilibre dynamique avec plein d'espèces en interaction. Il faut bien comprendre que une espèce, elle se maintient pas dans son milieu toute seule, isolée des autres et figée dans le temps. Une espèce pour persister, elle a besoin de continuellement s'adapter, coévoluer avec ses prédateurs, ses pathogènes, ses symbiontes. Et donc la biodiversité, c'est vraiment cet équilibre dynamique d'espèces en formation et en constante adaptation et en interaction les unes avec les autres, et pas comme une collection de gros animaux les uns à côté des autres, quoi. Et du coup, vous parlez d'interaction entre les espèces. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est pour ça que c'est important de conserver cette diversité dans un écosystème ? Oui, c'est ça. Plus il y a de diversité dans un écosystème, plus il y a d'interactions multiples entre plein d'espèces, plus il est résilient et robuste à des changements, par exemple climatiques ou autres. Plus il y a de la redondance, c'est-à-dire plus qu'on peut enlever une ou deux espèces et les interactions se maintiennent, l'écosystème se maintient et évidemment plus il est robuste. On voit par exemple avec des exemples comme dans le parc du Yellowstone où quand le loup a disparu, ça a eu des conséquences en chaîne sur plein d'espèces jusqu'à faire disparaître des grenouilles. Ça montre que dans un écosystème, chaque espèce est liée à plein d'autres et que si on enlève ou rajoute une espèce, ça peut bouleverser tout l'équilibre entier, quoi. Vous parlez du coup de diversité. Aujourd'hui, comment on mesure cette diversité ? Quels sont les indicateurs de perte ou d'augmentation de la biodiversité ? Alors l'indice qui est le plus souvent utilisé, c'est le nombre d'espèces. Ça c'est relativement facile, hein. On observe, on compte les espèces, mais c'est un peu incomplet parce qu'on se rend bien compte que si dans un endroit on a 10 espèces de grenouilles différentes et dans un autre on a 10 espèces dont une grenouille, un arbre, un champignon et un oiseau, c'est pas la même diversité quelque part. Il faut aussi prendre en compte la différence entre ces espèces. Et puis il y a aussi ce qui est vraiment essentiel, c'est la diversité à l'intérieur de chaque espèce. Quand on regarde l'espèce humaine, on voit qu'il y a une variété énorme en termes de couleur de peau. Ça, c'est une adaptation à des milieux différents. La couleur de la peau sombre, c'est une adaptation quand il y a trop d'UV et que ça peut faire des dommages sur l'ADN. Il y a des populations humaines qui sont adaptées aux hautes altitudes. Donc, à l'intérieur d'une espèce, il y a plein de variations qui procurent des avantages dans différents milieux. Et c'est le moteur de l'adaptation
c'est le moteur de la sélection naturelle, la diversité. Hein. Et donc, sans diversité génétique, il ne peut pas y avoir d'adaptation. Donc, c'est aussi un niveau de diversité important à préserver. Donc, finalement, il y a une diversité à l'intérieur d'une espèce, intra-espèce, et une diversité interspécifique, donc entre les espèces, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a plein de niveaux de diversité qui sont chacun importants et distincts. Et finalement, dans votre livre, alors merci beaucoup qu'on a lu ici, qu'on trouve absolument formidable, parce que qu'on conseille à tous, parce qu'il est vraiment très bien illustré et très bien expliqué. Vous comparez chaque grand type d'organisme vivant. Peut-être vous voulez nous en parler un petit peu, ces grands types d'organismes. Mais surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que vous avez une approche biomasse. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça, de cette biomasse? Qu'est-ce que c'est exactement? Et puis, comment, du coup, vous analysez aussi cette diversité à travers la biomasse? Voilà, c'est une autre façon donc de se représenter la biodiversité, effectivement pas comme juste des pandas et des tigres ou des baleines à conserver, parce qu'en fait quand on regarde différentes mesures de la biodiversité, donc ne serait-ce que le nombre d'espèces, en fait les mammifères c'est absolument un nombre ridicule d'espèces par rapport à d'autres lignées. Hein. Ce qui est majoritaire, mais 100 fois, 1000 fois plus, ça va être les coléoptères. Ça a une diversité à tel point qu'il y avait un biologiste, les premiers biologistes de l'évolution, Haldane, on lui avait demandé, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de Dieu en regardant la nature? Et il avait répondu qu'il a un amour immodéré des coléoptères. Oui, ça c'est super. Et donc là, les mammifères, c'est tout petit. Et pareil, si on regarde la biomasse, c'est-à-dire combien pèsent les différents types d'organismes sur Terre, là, c'est les végétaux qui écrasent tout, qui sont très majoritaires, qui composent un peu la biomasse primaire dont vont se nourrir toutes les chaînes alimentaires. Et une autre façon, donc la diversité entre les lignées, là, si on regarde un peu un arbre généalogique du vivant, on retrace la parenté entre toutes les grandes lignées, les familles de types d'organismes. Là, c'est les micro-organismes, les bactéries, les champignons qui sont hyper majoritaires. Là, on est un peu en train de vivre donc une 6e extinction de masse. Et en quoi celle-ci est différente des autres? Donc, il y a eu effectivement 5 extinctions de masse dans le passé déjà. Donc, la dernière, c'était au Crétacé, où les dinosaures ont disparu et les 3/4 d'espèces sur Terre ont disparu. Donc, on peut se dire, est-ce qu'on est dans une 6e extinction de masse? Donc, on peut regarder le pourcentage d'espèces qui ont disparu. Donc, c'était 75% au Crétacé, 90% au Permien. Là, on n'en est encore qu'à quelques pourcents d'espèces qui ont vraiment disparu. Donc, on n'est pas encore dans vraiment la 6e extinction de masse. Mais si on regarde les vitesses d'extinction, là, on est à 10 fois, 100 fois plus rapide qu'à la dernière extinction de masse au Crétacé. Donc, on peut dire que même si on n'est pas encore dedans, on s'y approche dangereusement. Et en plus, si on regarde l'abondance des espèces même qui n'ont pas disparu, c'est-à-dire le nombre d'individus, à quel point ils sont fréquents, abondants, là, on s'aperçoit qu'il y a un effondrement réel. C'est-à-dire que, par exemple, 90% de la biomasse des insectes a disparu dans les régions agricoles et 75% dans les régions naturelles. 40% des oiseaux, en termes de nombre d'individus, ont disparu. Donc là, c'est aussi un indicateur qu'on se rapproche dangereusement d'une 6e extinction de masse. Du coup, la régénération de cette biodiversité, comme vous le dites, elle est du coup forcément beaucoup plus lente que son effondrement. Du coup, au niveau proportion, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire, donc il y a eu 5 extinctions de masse, 90% des espèces ont disparu et il y a toujours de la biodiversité. Donc, est-ce que c'est grave? Ça va se régénérer. Mais le problème, c'est que les vitesses de formation des espèces n'ont rien à voir avec les temps humains. Donc, par exemple, on estime que pour régénérer les lignées de mammifères qui vont disparaître dans les 5-10 prochaines années, il faudrait 10 millions d'années. Donc oui, si on laisse tranquille la biodiversité, qu'on arrête de l'empoisonner et de détruire ses habitats, elle va se régénérer, mais ça prendra des millions d'années quand même. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas forcément une notion qu'on a beaucoup, on entend beaucoup. Oriane, là, par exemple, a parlé de du réensauvagement, ce qui est formidable. Et on entend certains chercheurs, notamment du muséum, qui nous disent « Oh là là, c'est formidable, au bout de quelques années, on revoit des espèces qu'on ne pensait jamais revoir, notamment des espèces d'insectes. » Donc ça, c'est très positif et c'est plutôt bien. Mais c'est important peut-être aussi de se rendre compte de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres espèces qui, elles, par contre, vont mettre énormément de temps avant de revenir sur la planète, ou en tout cas de se régénérer. Oui.
C'est-à-dire que tant qu'il reste des poches préservées de ces espèces et que leurs habitats n'ont pas complètement disparu, qu'on arrive à les restaurer parce qu'on les a pas trop empoisonnés, oui, ça peut se régénérer très vite. Mais par contre, à partir du moment où ils sont éteints, là, ça prend des millions d'années à se reformer. Et à condition qu'il y ait des habitats disponibles et qu'ils ne soient pas trop empoisonnés, qu'il y ait encore de l'eau et qu'ils ne fassent pas des chaleurs insupportables. Justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aujourd'hui d'espèces qui auraient disparu de la Terre ? Celle qu'on connaît classiquement, il y a le dodo qu'on a trop chassé sur l'île Maurice. Il y a le pigeon migrateur américain, par exemple, qui était une espèce mais hyper abondante en Amérique du Nord. À tel point, il y avait des nuées, le ciel était noir de pigeons migrateurs, et on a tellement chassé et détruit ses habitats que il a complètement disparu. Et en fait, on s'est arrêté de le chasser à un moment où il en restait un peu, donc on s'est dit ça va repartir. Le problème, c'est que dans pas mal d'espèces, il y a ce qu'on appelle techniquement un peu l'effet Ali du nom du chercheur qui l'a découvert. C'est-à-dire que des fois, en dessous d'un certain nombre d'individus, l'espèce entre dans un vortex d'extinction et il repart pas parce que, par exemple, il trouve pas assez de partenaires sexuels assez souvent. Quand il cherche de la nourriture à plusieurs, ils sont plus assez pour avoir extraire de la nourriture efficacement. Et donc, des fois, c'est pour ça que cet effondrement des populations est aussi inquiétant, parce que peut-être qu'aussi il reste pas assez de diversité génétique au sein de l'espèce pour lui permettre de continuer à s'adapter. Et donc, vous avez parlé, par exemple, de la disparition de l'habitat de certaines espèces. J'imagine que ça fait partie des causes de la perte de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales causes, de façon peut-être plus générale, de cette perte ? Oui, donc une des principales causes, c'est tous les poisons qu'on répand dans l'environnement, les pesticides. Il y a plein d'études scientifiques qui démontrent clairement que de répandre des biocides, des poisons, évidemment, ça empoisonne les insectes, les micro-organismes des sols. Il y a encore des études très récentes, donc vous citiez le Muséum d'histoire naturelle qui a montré que plus on avait acheté des pesticides dans un endroit donné, moins il y avait d'insectes, moins il y avait d'oiseaux. Plus ça empoisonnait les micro-organismes des sols. Il y a des très fortes corrélations. C'est des molécules qui sont faites pour tuer et elles ont une gamme d'action très large. Et y compris sur l'être humain. Nos nappes phréatiques sont de plus en plus polluées. Il y avait un quart de nos nappes phréatiques quand même qui ont des doses supérieures à l'acceptable. Et quelque chose aussi frappant dans une étude récente dans les sols, c'est qu'on a trouvé des pesticides qui étaient interdits depuis 20 ans, par exemple. Ça veut dire qu'ils sont très persistants dans les sols. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment appliquer... c'est même plus le principe de précaution, puisqu'on sait que ça tue la biodiversité et que ça a un impact sur la santé humaine. Et en plus, qui ne sont pas nécessaires absolument, puisqu'on peut très bien cultiver sans. Et actuellement, ils sont surtout appliqués en prévention, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des maladies. Donc, c'est vraiment aberrant. Mais justement, par rapport à ça, peut-être une petite digression sur l'actualité, notamment la loi du plomb. Vous, en tant que scientifique, vous le regardez, de quelle façon vous l'observez, ça, cette espèce de régression au niveau de la loi sur ces molécules qui sont absolument infâmes pour la biodiversité ? C'est incompréhensible parce qu'on a vu une mobilisation citoyenne exceptionnelle. Tous les scientifiques disent que c'est catastrophique pour la biodiversité et pour la santé humaine. Donc c'est incompréhensible que des politiques n'écoutent pas leurs électeurs, n'écoutent pas les scientifiques pour des bénéfices financiers de quelques-uns, quoi. Et en plus, donc il y a eu l'année dernière aussi une mobilisation de quelques associations et qui a réussi à faire condamner l'État par la justice parce que il donnait des autorisations sur des pesticides, au contraire des avis scientifiques qui démontraient clairement leur toxicité. Et donc l'État a été condamné et doit mettre en place cette année des textes corrects, y compris sur des molécules déjà homologuées, qui tiennent compte des faits scientifiques sur la toxicité. Parce qu'il y a une grande victoire quand même, c'est bien. Oui. Exactement. Mais il faut encore que ce soit appliqué. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, moi je voulais vous demander, est-ce que
toutes les espèces se valent. On va dire que, par exemple, on parle souvent de quand on pense perte de biodiversité, on pense, par exemple, aux pandas en danger, ou voilà, des espèces un peu emblématiques dans la tête des gens. Mais c'est peut-être pas forcément, j'imagine, celles qui ont une plus grande importance pour l'équilibre, on va dire, dans les écosystèmes. Est-ce que toutes se valent ou pas, du coup ? En fait, c'est difficile à dire a priori. Déjà, c'est une vue un peu utilitariste de se dire est-ce que toutes les espèces se valent. On peut aussi considérer que chacune a le droit de vivre. Après, on peut aussi avoir une vue utilitariste et dire on ne peut pas tout conserver. Est-ce qu'on peut se focaliser sur quelques espèces un peu clés de voûte dans un écosystème ? Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement d'interactions, c'est tellement complexe que c'est très difficile de dire a priori qu'est-ce qui est important. Par exemple, il y a une étude aussi scientifique récente aux États-Unis qui montre que les chauves-souris se sont effondrées dans certains comtés à cause d'une maladie envahissante, un champignon envahissant qui fait la maladie du nez blanc. Donc les populations de chauves-souris se sont effondrées et ça a causé des cancers chez les enfants. On peut dire a priori il n'y a pas de lien, mais en fait donc les chauves-souris mangent énormément d'insectes la nuit et donc il y avait moins de chauves-souris, beaucoup moins de chauves-souris, donc ils mangeaient beaucoup moins d'insectes, donc il y avait beaucoup plus de ravageurs sur les cultures, donc il y a eu beaucoup plus de pesticides épandus qui n'ont même pas rétabli les rendements, qui ont coûté très cher et qui ont causé directement une augmentation de 8% des cancers chez les enfants. Et a priori, c'était difficile de prédire ce lien-là. Oui, ça rejoint le concept de santé unique de One Health qui montre qu'il y a vraiment un lien entre la santé de l'environnement et puis la santé de l'homme. Ouais. Justement, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur les conséquences de la perte de la biodiversité sur l'homme ? On voyait dans Micro-trottoir certains qui s'étaient plus inquiétés du côté alimentation. J'imagine qu'il y a d'autres incidences. Donc effectivement, sur le côté agriculture, c'est un des premiers, ce qu'on appelle service écosystémique, un service qu'on tire de la nature, la fertilité des sols, les pollinisateurs. Effectivement, sans toute cette biodiversité, clairement, la production va baisser. Et donc, c'est absolument pareil, aberrant d'opposer agriculture et biodiversité. Ils sont intimement liés et la santé de la biodiversité impacte aussi la production alimentaire. Mais il y a aussi plein d'autres services qu'on tire de la biodiversité. Il y a tous les médicaments qu'on tire de la biodiversité. Et donc c'est pareil, on ne sait pas quelle petite espèce apparemment insignifiante, on va découvrir un nouveau médicament demain contre une nouvelle pandémie. Il y a toute la régulation des flux d'eau et de carbone. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'inondations, c'est dû au dérèglement climatique, mais aussi parce qu'on a fait disparaître toutes les zones humides, toute la biodiversité végétale qui avant tamponnait, prenait le trop-plein d'eau quand il y avait des crues et puis rendait en période de sécheresse. Le stockage du carbone, par exemple. Si les forêts, les mangroves, les tourbières stockaient pas une grande partie du CO2 qu'on émet, on aurait déjà au moins 1 degré de réchauffement supplémentaire moyen sur la Terre. Donc il y a plein de services comme ça, écosystémiques, dont on dépend, et pas d'une espèce en particulier, vraiment d'écosystèmes fonctionnels dans leur entier, quoi. Super, merci beaucoup. Écoutez, on fait une petite pause sur cette interview, une petite pause musicale. Vous avez choisi Respire de Mika 3D. Vous voulez un petit commentaire sur votre choix ? Aussi pour illustrer l'importance de la biodiversité pour ces services et en particulier nous aider à respirer de l'air pur et de boire de l'eau pure. Formidable. Et c'est parti, on l'écoute ensemble. Respire de Mika 3D. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura
aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Rebonjour, vous êtes toujours sur la parenthèse scientifique où on parle de la perte de la biodiversité et de son impact sur l'homme. Et avec nous, Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS à Paris-Sud. Tatiana, on vient d'évoquer un tout petit peu les services que rendait la biodiversité à l'homme. Et il me semble que ça s'appelle, en tout cas ça a été quantifié et appelé les services écosystémiques, en tout cas une tentative de quantification, parce que c'est peut-être pas forcément non plus très juste. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ces services écosystémiques ? Oui, donc les services écosystémiques, hein, c'est les services qu'on tire de la biodiversité, par exemple des sols fertiles pour cultiver le blé, le maïs, les pollinisateurs, mais aussi la purification de l'air, de l'eau par des écosystèmes en bonne santé. Aussi les ressources naturelles, hein, le fait qu'on récolte du bois, qu'on récolte du poisson, et donc on peut essayer pour se rendre compte de l'importance que ça a pour nos activités humaines, de mettre une valeur monétaire sur ces services, de dire combien ça nous rapporte, combien ça nous coûterait s'ils n'étaient pas là. Alors évidemment, c'est aussi une vision très utilitariste, hein. Il y a d'autres services plus culturels ou éthiques de la biodiversité, mais ça peut être une approche qui permet de se rendre compte à quel point toute notre industrie, notre PIB même, dépend de la biodiversité. Et quand on fait ces exercices de chiffres, ça donne des centaines de milliards de dollars. Par exemple, le fait de récolter du bois, des ressources naturelles, le fait de protéger contre les inondations par des mangroves ou des digues naturelles, tout ça, ça dépasse les PIB mondiaux chaque année, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est aussi un peu une question annexe. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un avis là-dessus, mais on avait reçu Arthur Keller et il nous avait fait un petit peu réfléchir en disant que c'est vrai, souvent, quand on imagine la nature, et il me semble que les services écosystémiques nous donnent un peu cet effet aussi, c'est-à-dire qu'on imagine la nature en bas,
c'est-à-dire les services que nous rend la nature, et puis ensuite il y a nous, et puis ensuite il y a d'autres strates comme ça. Et finalement, il nous challengeait un peu en essayant de réfléchir un peu à l'inverse, c'est-à-dire de se dire, bah non, nous on est en bas, et puis finalement, ce qu'il faut porter au nu et ce qu'il faut régénérer, et voilà, ce qu'il faut vraiment amplifier, bah, c'est la nature. Je ne sais pas si vous avez une remarque ou ça vous inspire quelque chose. Oui, c'est vrai que de se regarder, de s'imaginer déconnecté de la nature à côté, c'est une vision complètement fausse. On est parti déjà de la nature, de la biodiversité, on est le résultat de l'évolution, on est complètement intégré à l'intérieur à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on se nourrit de la nature, on aime se promener dans la nature, on dépend à tous les points de vue de la nature. Quand on voit les endroits où les services écosystémiques commencent à s'écrouler, on s'aperçoit que les sociétés humaines s'écroulent. Quand il y a des inondations parce qu'il n'y a plus de zones humides pour nous protéger, quand il n'y a plus de pollinisateurs pour nous aider à produire de la nourriture, quand les sols sont complètement dégradés et que tout s'effondre, on est aussi complètement démunis. Donc c'est notre maison. On parle des fois d'écocide quand on parle d'atteinte grave à l'environnement. Et écocide, ça vient du grec détruire sa maison. Donc on est complètement à l'intérieur. Et du coup, je rebondis sur, notamment dans le livre que vous avez, qui est sorti, donc La biodiversité en infographie aux éditions Tana, je le rappelle. Vous expliquez notamment, vous mentionnez la différence entre sélection naturelle et la sélection faite par l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait cette différence entre les deux ? Oui, donc c'est Charles Darwin qui a émis les premières hypothèses de la sélection naturelle pour expliquer l'évolution biologique, et donc il a repris ce terme sélection naturelle en fait en analogie à la sélection artificielle qu'on exerce pour domestiquer les organismes vivants. Donc lui, Darwin, il avait pris l'exemple du pigeon. Donc le pigeon sauvage, c'est un pigeon gris, et on peut, dans une population, il y a toujours un peu de variation. Et donc pour lui, c'était vraiment intéressant. Il voyait la variation comme la base même et l'importance pour l'évolution, alors qu'à l'époque, c'était un peu, on considérait ça comme anecdotique. Il disait, il y a de la variation. Si on choisit parmi les pigeons le plus clair, qu'on les fait se reproduire, et que parmi les enfants, on choisit encore les plus clairs et qu'on les fait se reproduire, à la fin, on aura une colombe toute blanche. C'est la sélection artificielle. On a fait pareil sur les plantes en sélectionnant du maïs à partir d'une plante sauvage, la théocinthe, qui est à peine mangeable. On a, en sélectionnant de génération en génération, complètement changé d'organisme. Et la sélection naturelle, en fait, il a compris que ça faisait exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a de la variation au départ. C'est pour ça que c'est hyper important la diversité au sein des populations. C'est parce qu'il y a de la variation qu'il peut y avoir un tri de ce qui marche le mieux. Et c'est ça la sélection naturelle. D'accord. Est-ce que du coup cette sélection, elle peut biaiser du coup la fameuse sélection naturelle, et est-ce que ça a aussi un impact, parce qu'on se doute que ça en a sur la biodiversité? C'est pour ça qu'on dit au début, c'est un équilibre dynamique, la biodiversité, c'est que c'est sans cesse en évolution. Il y a de génération en génération, il y a une sélection des variants qui marchent le mieux. Et en particulier, par exemple, pour résister aux parasites. Les parasites évoluent pour devenir de plus en plus virulents, arriver à mieux attaquer. Et les plantes, animaux, l'être humain, on évolue pour être de plus en plus résistants. Et donc, sans cette variation, sans cette adaptation, il ne peut pas y avoir persistance des espèces puisqu'elles ne peuvent pas s'adapter aux changements, et en particulier aux changements globaux actuels qui se produisent à une vitesse effarante. Et comment ça se passe, par exemple, on peut imaginer, c'est intéressant pour des organismes comme les arbres, par exemple, cette adaptation, elle se fait aussi, mais elle se fait sur un temps beaucoup plus long? Oui, puisqu'ils ont des temps de génération plus longs. Donc effectivement, on peut imaginer qu'ils vont pouvoir s'adapter moins facilement à des changements rapides que des organismes qui se reproduisent tous les ans, et donc ils vont avoir une sélection qui se produit tous les ans. C'est aussi pour ça que les pathogènes, d'ailleurs, il y a beaucoup de maladies émergentes sur l'être humain, sur les animaux et les cultures, parce qu'ils ont des temps de génération très courts, voire plusieurs par an, et donc ils ont une sélection beaucoup plus efficace. Donc du coup, vous en avez parlé un petit peu juste avant. Donc nous, l'homme, on est venu de temps en temps intervenir et sélectionner certaines espèces
notamment pour peut-être se nourrir ou en tout cas avoir des rendements par exemple plus efficaces. Ces activités de cette sélection faite par l'homme, est-ce que ça peut biaiser vraiment la sélection naturelle qu'il y a à côté? Est-ce que ça a un impact vraiment sur la biodiversité? Donc, par exemple, effectivement, donc, cette domestication, en fait, au départ, il y a eu une période où ça a augmenté la biodiversité. On a généré plein de races de chiens, on a généré plein de races de maïs, de blé, même chez les champignons sur lesquels je travaille, hein, des moisissures qu'on a sélectionnées pour fermenter les fromages, comme le camembert ou le roquefort. Il y a une période où on a créé plein de variétés différentes. Et puis récemment, en fait, on a fait une sélection hyper forte sur quelques lignées les plus performantes et on est en train de perdre la diversité dans les agrosystèmes. Il y a une époque où chaque producteur semencier avait sa propre variété adaptée à son climat local. Et là, on voit une homogénéisation globale sur la planète et dans les écosystèmes, dans les agrosystèmes, à planter toujours toute la même culture partout, la même variété exactement. Et donc, ça a un impact sur la biodiversité, en particulier sur les maladies émergentes. Ça favorise les maladies émergentes et la sélection de pathogènes très virulents. Parce que quand vous avez un agrosystème hyper différencié avec un peu de pommiers, un peu de légumineuses, un peu de maïs, des haies, ça freine la dispersion des spores des pathogènes et ça empêche une sélection très forte puisque les spores, elles vont tomber de temps en temps sur un maïs, de temps en temps sur un blé, donc c'est pas toujours la même sélection. Tandis que si vous avez des centaines d'hectares de la même variété de blé, un pathogène qui envoie plein de spores, il va y avoir une sélection très forte. Et une fois qu'il y a une lignée qui arrive à attaquer cette variété, elle va tout décimer. Donc effectivement, cette homogénéisation et cette sélection récente très forte, ça fait baisser la diversité dans les agrosystèmes et ça sélectionne du coup plus de maladies émergentes et plus virulentes. Face à tous ces constats que vous avez posés et que vous posez aussi dans votre ouvrage, vous avez aussi une partie sur de possibles solutions pour enrayer cette perte de biodiversité. Est-ce que vous pensez justement que les services écosystémiques que vous mentionnez peuvent être un levier pour faire bouger aussi les États peut-être, en tout cas la société, pour une meilleure prise en charge de la biodiversité? Oui, donc il faut déjà se rendre compte de tous ces services indispensables pour notre survie et notre bien-être, et ensuite mettre en place des bonnes solutions. Et des bonnes solutions, ça demande en particulier d'agir sur les agrosystèmes qui sont un levier essentiel puisqu'ils concentrent deux des principales causes d'effondrement de la biodiversité, hein, les pesticides et la destruction des habitats naturels. Mais en même temps, ils sont eux-mêmes du vivant et un levier pour aider la biodiversité. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire se servir des bénéfices du vivant pour restaurer ces services et notre bien-être. Donc, restaurer de la diversité dans les agroécosystèmes, vous parlez de la renaturation, etc. Donc, il y a plein de solutions. On connaît les problèmes, on connaît les solutions. Alors, il faut un peu de courage et changer un peu des systèmes pour arriver à accompagner la transition. Donc, par exemple, transition vers de l'agriculture davantage biologique, de l'alimentation plus végétarienne, puisque l'alimentation à base d'animaux demande beaucoup plus de terre et de pesticides que l'alimentation à base de protéines végétales. Donc, il y a les moyens relativement faciles avec des effets leviers forts et il faut accompagner ces transitions en redirigeant par exemple des subventions. Il y a beaucoup de subventions qui vont à l'agriculture de la politique agricole commune de l'Europe, en France, mais qui vont pour l'instant vers l'agriculture intensive et vers un très petit nombre d'agriculteurs. Il n'y a que 20% des agriculteurs qui bénéficient en gros de ces subventions. Et pour 80% à l'alimentation animale. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Et ces subventions existent et en les redirigeant vers des agricultures qui voient des rétributions aux services écosystémiques. Il y a des pays où ça a fonctionné. Par exemple, au Danemark, ils ont mis des taxes proportionnelles à la toxicité des molécules de pesticides. Il y a des pays comme le Costa Rica qui rétribuent les services écosystémiques pour les agriculteurs ou les personnes qui font de la reforestation. Donc c'est possible, ça fonctionne et les citoyens le demandent. Donc,
Mais ça, c'est plutôt quand même encourageant de voir qu'on a des solutions. C'est vrai que parfois, elles sont difficiles à mettre en place parce qu'elles ne sont pas forcément que au niveau local ou national, mais elles sont aussi au niveau européen. On voit que des fois, pour les agriculteurs, c'est pas toujours évident non plus. Voilà, le côté un peu mise en compétition. Mais c'est formidable de voir qu'il y a quand même des solutions par rapport à ça. Donc, une prise de conscience plus des solutions. Et puis, normalement, on devrait quand même pouvoir y arriver. Ouais. On espère. On espère. Merci en tout cas, Tatiana. On arrive à la fin de l'émission. Moi, j'ai quand même envie de vous poser cette question parce que c'est la première fois qu'on reçoit une chercheuse qui fait partie de l'Académie des sciences. Et je trouve ça quand même fascinant. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Donc c'est une institution qui gagnerait à être davantage connue, qui est fantastique, qui vraiment œuvre pour la science, et dans ces périodes-là où on entend de plus en plus de remise en cause de la parole scientifique, donc qui œuvre à la fois pour l'éducation dans les sciences, pour la promotion de la science dans les sociétés et plus largement. Donc c'est une association formidable avec plein de personnes très intelligentes, bienveillantes et qui essayent d'œuvrer pour le bien commun des sociétés. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que vous donnez des recommandations à l'Académie des sciences ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette académie, elle prenne une place plus importante, notamment au niveau de la loi ? Alors, elle essaye, toute la question, c'est qui l'écoute. Oui. Eh bien, écoutez, la recommandation, c'est plutôt qu'elle devrait être plus écoutée parce qu'elle essaye de dire les choses. Ouais. En tout cas, on s'en fera le relais. Eh bien, merci beaucoup, Tania Giraud, d'avoir été avec nous pour nous expliquer ce qu'était la biodiversité, aussi son impact sur nous, notre vie à nous en tant qu'hommes. On vous remercie beaucoup. On rappelle que vous avez un livre, La biodiversité en infographie aux éditions Tana. Comment font les auditeurs s'ils veulent se le procurer ? Il est disponible dans toutes les librairies et sur les plateformes habituelles. Et toutes les plateformes en ligne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Tatiana, d'avoir été avec nous. Et puis, on passe à la chanson, le choix de qui ? Le choix de Louise, Gorillaz, Orange County. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Every face you forgot, father's job, they suspend the clock. Another star, get another chance to love. I hear you now, I understand you lost the day to get tomorrow back. But what of the toll? That's the hardest thing I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold, or will it spoil before I get the chance to grow? I don't know if I can take this anymore. So why you trying to break me? I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold, or will it spoil before I get the chance to grow? You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. And I'm not your enemy. You're out of gun, you stand alone, and everything you gave to someone you love. That's the hardest thing.
presque. Eh bien, on passe maintenant à la mise en lumière avec l'explication de la gestion de l'eau en France, des acteurs et des enjeux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise en lumière effectivement de la gestion de l'eau en France que m'a expliqué Damien, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui œuvre quand même pour l'émission radio La Parenthèse Scientifique. Donc on va parler de la gestion de l'eau en France, c'est-à-dire comment elle s'organise à différentes échelles, au niveau européen et au niveau local, et comment elle est gouvernée, c'est-à-dire comment les décisions sont prises à ces différentes échelles. C'est un programme ambitieux, mais nous allons tenter de la synthétiser. Donc en termes d'organisation, tout d'abord, c'est la directive européenne cadre sur l'eau, la DCE, qui date de l'an 2000 et qui fixe les grands objectifs et les grands principes de la gestion de l'eau. L'objectif est de tendre pour tous les États membres vers un bon état écologique des différents cours d'eau. Le principe fondamental de la gestion de l'eau dans le cadre de la DCE et donc en France repose sur la gestion par bassin versant, c'est-à-dire par territoire géographique. Plus précisément, un bassin versant correspond à l'ensemble de la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d'eau ou vers une même nappe d'eau souterraine. En France métropolitaine, on distingue 7 bassins versants. Et ici, dans la Drôme, nous faisons partie, par exemple, du bassin versant Rhône-Méditerranée. Au niveau national, c'est le ministère de la Transition écologique qui définit la politique de l'eau et fait appliquer les directives européennes. Au niveau régional, ce sont les DREAL, les directions régionales de l'environnement et de l'aménagement et du logement, qui mettent en œuvre et déclinent les politiques de l'eau. Les DREAL doivent par exemple assurer le suivi de la qualité des eaux et appliquer les plans de gestion de la ressource et des écosystèmes aquatiques, appelés SDAGE. Ça veut dire schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est plus compréhensible. En France, un des acteurs principaux en termes de financement et de soutien aux projets locaux sont les agences de l'eau. Il y a autant d'agences de l'eau que de bassins versants. Les grands objectifs des agences de l'eau sont notamment la lutte contre la pollution, la gestion quantitative de la ressource et la restauration des milieux aquatiques. Chaque bassin versant est composé de mailles plus petites, que sont les syndicats de rivière. Il y a par exemple un syndicat de rivière pour la rivière Drôme, qui est basé à Saillant. Les syndicats de rivière se situent donc à l'échelle locale et s'occupent de la gestion opérationnelle des cours d'eau, mais également de l'entretien, de la restauration et de l'animation locale des différents acteurs et usagers de l'eau, particuliers, agriculteurs, etc. Alors maintenant, je vais poser une petite question. Est-ce qu'autour de la table, quelqu'un connaît un autre organisme, un autre acteur dans la gestion de l'eau en France ? Non. L'OFB. Bien, c'est ça que j'attendais justement. Donc justement, l'OFB, c'est un acteur incontournable. Donc l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. Il a un rôle majeur dans la surveillance de la qualité des cours d'eau et l'apport des connaissances issues de la recherche. Donc je conclurai sur ce sujet en termes d'enjeux. Depuis la publication de la DCE en 2000, les enjeux autour de la qualité de l'eau, de la gestion quantitative et donc du partage de la ressource entre les différents acteurs, agriculture, eau potable, etc., se sont complexifiés à cause de l'augmentation croissante de la pollution et des sécheresses, le tout accentué par le changement climatique. Merci beaucoup Pauline, c'était vraiment très clair cette explication sur la gestion de l'eau. On passe au cabinet des curiosités. Le cabinet des curiosités. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite bête qui a inspiré plus d'un scénario de film de série B. Vous savez, ces créatures qui hantent les cauchemars, qui se faufilent dans les recoins sombres et qui, pour certains, sont la définition même de l'horreur pure. Je pense même qu'avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez pouvoir tourner un tout nouveau film d'horreur. Enfin, horreur pour certains, mais aussi comédie pour d'autres, parce que tout dépend de votre rapport avec cet animal incroyable. Alors, accrochez-vous, préparez le popcorn, car cette bestiole-là va peut-être vous faire changer d'avis, en tout cas, je l'espère. Allez, bon, j'arrête de faire durer le suspense. Place au dénouement. Alors, vous avez deviné ou pas ? Peut-être une araignée ? Ouais, planquez-vous les arachnophobes, parce que Toxeus magnus est dans la place. Oubliez les toiles d'araignées poussiéreuses et les morsures venimeuses. Là, on parle d'une araignée qui défie toutes les attentes de la maternité. Une araignée qui va vous faire fondre de tendresse, ou du moins vous faire réfléchir à 2 fois avant d'écraser la prochaine bestiole à 8 pattes que vous croiserez. Mais commençons par le début.
Toxeus magnus est une petite araignée sauteuse originaire d'Asie du Sud-Est, qui ne mesure qu'une dizaine de millimètres. Mais ne vous fiez pas à sa petite taille, car cette maman-là a un super pouvoir qui laisse les mammifères bien plus grands qu'elle verts de jalousie. Contrairement aux autres araignées qui pondent des œufs et partent en courant, ou pire, qui mangent leurs petits, Toxeus magnus, elle, reste avec sa progéniture pendant plusieurs semaines, notamment pour les protéger, mais pas que. Car cette super maman a plus d'un tour dans son sac. Elle allaite ses petits. Oui, vous avez bien entendu, du lait d'araignée. Enfin, vulgairement parlant, car en réalité, elle sécrète un liquide nutritif contenant des sucres, des lipides et des protéines. Donc vraiment tout le nécessaire pour l'alimentation des jeunes. Donc niveau famille très soudée, on est pas mal. Surtout que les araignées sont assez connues pour être plutôt solitaires. Le fonctionnement de ce lait maternel est très simple. Après avoir éclos, les bébés araignées, aussi appelés spiderlings, restent collés à leur maman et se nourrissent de cette substance sécrétée par son corps. Ce lait est primordial pour les premières semaines de vie des bébés. Sans ça, ils grandissent mal et meurent très rapidement. Et ce n'est pas tout. Une fois arrivés à maturité et capables de chasser, par elles-mêmes, les bébés en redemandent et continuent de se faire nourrir par leur mère. Il a même été observé que ce sont plutôt les femelles qui restent près d'elles, tandis que les mâles se font chasser du nid. Niveau Tanguy, on a atteint un niveau supérieur là quand même. Incroyable, non, tout ça ? Ça bouleverse quand même pas mal d'idées reçues. Nous qui pensions que l'allaitement et les soins parentaux prolongés étaient réservés qu'aux mammifères. Peut-être que maintenant, quand vous verrez une araignée dans votre salon, vous vous poserez la question, est-ce qu'elle prépare le goûter pour ses petits ou est-ce qu'elle leur raconte une histoire avant de dormir ? Dites-vous que c'est peut-être une super maman et accordez-lui un sursis. Un peu plus sérieusement, cette découverte nous rappelle que la nature est pleine de surprises, que même les créatures les plus mal aimées comme les araignées peuvent nous émerveiller et peut-être même nous faire réfléchir sur ce que signifie être une bonne maman quand on est 2, 4 ou 8 pattes. Merci beaucoup Louise et on passe aux actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Eh bien, en ce mois d'avril, la Fondation Evertea vous propose de plonger dans un univers inconnu et fascinant pour la conférence grand public. Alors, pas sur les araignées, mais mercredi 22 avril, venez découvrir cette fois les méduses, ces animaux étonnants qui à la fois nous fascinent et parfois nous rebutent aussi. Nous recevons pour l'occasion Delphine Thibault, qui est professeure à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Aix-Marseille Université et qui vient nous livrer quelques-uns des secrets de ces animaux à 1000 facettes. Rendez-vous à la médiathèque La Tour-Maubourg de Valence le 22 avril à 18h. Les inscriptions sont à retrouver comme d'habitude sur le site de la Fondation Evertea. Et autre événement du mois, un atelier sur les sols, qui est gratuit, et qui aura lieu le 29 avril, de 14h à 16h, dans les locaux de l'association du MAT à Font-Barlette. Donc c'est un atelier ouvert à tous, proposé et animé par la Fondation Evertea, pour vous aider à comprendre de quoi est fait un sol, avec des expériences scientifiques faciles et ludiques. C'est un atelier particulièrement utile quand on aime jardiner, par exemple, et qui permet de comprendre, tester, identifier le sol que l'on cultive, et ainsi adapter sa façon de jardiner, et pourquoi pas les légumes qu'on va y planter. Les infos et inscriptions sont à retrouver également sur le site de la Fondation Evertea. Merci Pauline et inscrivez-vous nombreux à cet atelier des sols qui est relativement formidable et animé par Marie-Cécile. Eh bien merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. On a été très heureuses, avec Clément quand même, de passer cette petite heure avec vous en votre compagnie et aussi en la compagnie de Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS. On a parlé de la biodiversité, malheureusement de sa perte et aussi de son impact sur l'homme. Si vous voulez retrouver ce qu'est la biodiversité, on vous invite à acheter le livre de Tatiana Giraud, La biodiversité en infographie aux éditions Tana. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis merci à toutes autour de la table. Et puis, synchronisation des montres. Non, c'est pas ça qu'on dit à la fin. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah, ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.